J'ai grandi en Corée, jusqu'à l'âge de 9 ans. Je suis donc né à Séoul. Je me souviens avoir vécu avec mes tantes, grand-mère, grand-père. On dormait dans une chambre à 10. C'était une vie communautaire très confortable. Mais en même temps, mes parents n'étaient pas là. Parce qu'ils étaient à l'étranger, pour préparer notre déménagement ici aux États-Unis. Depuis l'âge de 6 ans, j'allais au temple bouddhiste, et j'étais très dédant, contrairement à certains des autres enfants qui passaient juste. Je posais des questions aux moines. Je dormais là-bas durant le week-end. En fait, je me souviens m'être demandé pourquoi les êtres humains naissent, quel est le but de l'humanité, quel est le but de la vie. Et parce que je n'étais pas exposé au christianisme à l'époque, le bouddhisme était le seul moyen similaire pour moi de trouver les réponses à ma curiosité. Je suis arrivé à l'âge de 9 ans. Au début tout était très bien, au vu des très grands supermarchés. Vous devez vous rappeler que dans les années 80 en Corée, il n'y avait pas de supermarché de cette taille, ou même de restaurants, les pizzerias, McDonald's, rien de tout cela n'était présent en Corée à l'époque. J'étais donc tellement ravi par les vacances, les jouets, la quantité de nourriture. Mais j'ai eu une crise identitaire, alors que je suis entré au collège. Et je demandais à ma mère, « Maman, pourquoi suis-je un Coréen américain? Je veux être un blanc. » Vivant à Boston, il n'y avait pas d'Asiatiques. C'était comme la campagne de Boston, à la fin des années 80, début des années 90. Donc nous étions comme la minorité des minorités. Il n'y avait personne à qui vous puissiez vraiment vous identifier. Il n'y avait pas de modèles américains d'origine asiatique autour. Tout le monde est caucasien ou portoricain ou afro-américain à l'époque. Cela a donc créé non seulement de la confusion, mais cette confusion est devenue de la colère. Et cette colère a abouti à la rébellion, et je pense que sur le long terme, vous entrez en dépression ou en tristesse. Parce que la colère est un signe d'être triste, ou de ne pas avoir quelque chose que vous voulez. Je pense donc qu'il y a une grande cause à effet ici. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il y a longtemps que je faisais les drogues. J'ai commencé à faire des drogues au cours de cette première année. Nous fumons juste de l'herbe, une fois en passant. J'ai fini par aller vivre avec mes amis qui étaient des dealers de la maison. Nous avons donc d'énormes sacs de transport de drogue qui entraient et sortaient. On en transportait, on en amenait, on en vendait, on en fumait 3 fois par jour. Eh bien, je vais vous dire quelques éléments étranges, de choses que je ne comprends pas vraiment. La première est, lorsque nous avons analysé les effets du Future Authoring Programme, cela a eu un impact différentiel sur les hommes. Et cela a eu un impact particulièrement différentiel sur ce que j'appellerais les hommes exclus. Et donc ce seraient des hommes de minorités ethniques non occidentales, ou plutôt, quoi, une majorité d'hommes qui ne s'en sortent pas très bien. Ainsi, par exemple, à l'université Mohawk, le Future Authoring Programme a eu un effet particulièrement robuste sur les étudiants de cette université, qui étaient des hommes qui n'avaient pas très bien réussi au lycée et qui n'avaient pas choisi une matière majeure qui avait une destination de carrière à la fin. Vous pouvez donc imaginer que ces personnes ont une relation ambiguë avec l'idée d'éducation. Et ils ne sont pas spécifiquement orientés vers un objectif. Ils ne sont pas très motivés. Je reprends ce que dit Francis Bacon, et beaucoup l'ont dit. Pourquoi étudier le passé? Ça, c'est Isaac Newton qui dit ça. Parce que c'est le moment le plus près de la création. Pourquoi étudier les langues anciennes? Parce que ces langues sont au plus près de la pensée traditionnelle et ancienne. Ces langues-là véhiculent encore la pensée des anciens. C'est pour ça que ça a un intérêt de se préoccuper du passé. Ce que je remarque du point de vue social, c'est qu'un enfant qui n'a pas eu contact avec ses grands-parents, il n'a pas de lien avec le passé. Et il est désorienté, il ne sait pas qu'il a un avant, que les gens vivaient comme ça, ils avaient ces sentiments-là. Il est totalement à côté de la plaque. Alors, en cassant la famille et son suivi justement de génération en génération, on fait des accidents dont on n'a même pas conscience. Voilà. Les déracinés ici et là, ils mènent leur déracinement jusque dans leurs manifestations culturelles, sociales, et ils sont capables d'empester les autres comme ça. Malheureusement, parce que rien n'est fait pour accueillir l'autre. Là, on parle de racisme, on parle d'anti-machin, de pro-truc, on est dans le délire complet. Là. Il y a la chose minima. J'ai tout à l'heure dit, les enfants qui n'ont pas eu de grands-parents, ils n'ont pas de modèle de ce qu'est le passé. La manière dont
grands-parents ont vécu les choses. On sait qu'il y a une accointance assez étroite entre les grands-parents et les petits-enfants. Généralement, ça soulage les parents, et les enfants, les petits-enfants et les grands-parents se connaissent mieux intuitivement, parce que cette chose-là, l'adulte, il est obligé d'avoir l'autorité et le pouvoir. Et c'est là que le bas blesse. Les grands-parents, ils n'ont que l'autorité. Et ça passe tout seul. Et quand on verra que ces choses-là sont vraies, et qu'elles sont fonctionnelles, et qu'il n'y a pas besoin de faire des leçons là-dessus 36 heures, ça va rentrer dans les mœurs. Voilà. On pourrait discuter encore 8 jours là-dessus. Ça, moi, je ne me fais que l'écho de la sagesse traditionnelle. Je ne suis pas détenteur. Toute société qui va de l'avant arrive à aller de l'avant parce qu'elle a un passé, qu'elle en est fière et qu'elle le connaît. Donc de toute façon, cette idée de table rase est sans doute la chose la plus monstrueuse qui ait jamais existé. D'abord, on ne fait jamais table rase, et c'est ce qui a produit le plus de violence. On a quand même le XXe siècle comme laboratoire de la politique de la table rase. Ça ramène le table rase de la Chine, de la révolution culturelle, ça ramène à la nostalgie de la Chine impériale, hein, c'est-à-dire tellement les faits étaient dévastateurs. Et moi je ne suis pas dans la nostalgie, je dis... Non, mais la nostalgie c'est quelque chose, quand je parle du roman national, c'est quelque chose qui fait qu'on aime à se dire qu'il y a eu un passé qui a été beau et joyeux parce que ça nous aide à nous projeter dans l'avenir, ça nous donne l'énergie, de même que respecter ses parents qui ne sont pas forcément des gens idéaux, mais les aimer et penser que c'était de bonnes personnes, ça nous aide notamment à élever nos enfants. Ça veut dire quand on déteste ses parents et qu'on a commis l'erreur d'aller faire une psychanalyse où on a expliqué que votre destin c'était finalement de tuer votre père parce que vous avez empêché de baiser votre mère, ça produit de la bourgeoisie névrosée, ça produit que de la merde. Et on le sait parce qu'on a le recul. On a le recul clinique pour le savoir. Et en réalité, être fier de son passé, ça permet justement de construire l'avenir. C'est-à-dire que c'est dialectiquement qu'on comprend ça. La nostalgie au sens tout ce qui est... Enfin, il n'y a de bien qu'hier n'a pas de sens, évidemment, puisque Pantareil, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, etc. Mais aujourd'hui, ce qui bloque effectivement la capacité de projection et d'aller vers l'avant, c'est qu'on n'a pas de racines, on a du mal à s'appuyer sur quelque chose. Or, on sait très bien, quand on écoute notamment les pédopsychiatres, que le rôle, par exemple, pour que les enfants puissent se projeter au-delà des parents, c'est souvent l'appui sur les grands-parents, par exemple. Vous voyez, c'est les images du grand-père et de la grand-mère. Et il n'est pas question de croire que c'était génial avant. La France a connu dans les années 60 la guerre d'Algérie. En fait, tout est toujours dans le chaos contrôlé, il n'y a jamais de période de paix totale, etc. Mais de se dire qu'il est possible de vivre une période de paix et de fraternité parce que ça a relativement existé avant, c'est ce qui permet de pouvoir le construire pour l'avenir avec les nouvelles données, parce que de toute façon la situation est différente. Moi je suis un peu dans la nostalgie de la France des années 60, c'est vrai, mais les membres de mon association ont 25 ans, ils ne connaissent pas ce monde-là. Le tiers de mes adhérents sont issus de l'immigration. Donc leur monde, c'est leurs parents et leurs grands-parents étaient en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Donc je ne peux pas leur vendre la France des terroirs, le bougna, etc. Mais par contre, quand ils me parlent de leurs grands-parents qui sont restés au village, dans l'Atlas, moi je peux leur parler de ma famille, parce que dans les familles françaises de mon enfance, on allait en vacances à la campagne parce qu'on avait tous des oncles et des tantes paysans. Parce que jusque dans les années 70, les agriculteurs en France étaient encore 30% de la population, pas 2. Et d'un seul coup, quand un franco-maghrébin découvre que finalement ton grand-père a été paysan comme le sien est un paysan de l'Atlas, ça crée des liens. Alors que ça, ils ne le savaient pas. Parce que finalement, c'est pareil, les médias ne l'ont jamais dit ce qu'était la vraie France, ce qu'étaient les vrais Français. On dit les Français, c'est simplement des racistes, des colons, des collabos. Tout ce qu'ils savaient, c'est écrire des lettres aux Allemands, torturer en Algérie, etc. Comment tout ça permet pas, je dirais, d'aller vers le futur et de le construire. Donc c'est presque une réponse, je dirais, de réflexion anthropologique et sociologique. C'est que de toute façon, la nostalgie pure débouche sur la mélancolie c'est baudelairien, quoi. On le sait, c'est bien pour la poésie, mais politiquement ça donne rien. Nous on n'est pas dans cette logique-là, et la preuve qu'on n'est pas dans cette logique-là, c'est que il y a chez nous, à Égalité et Réconciliation, je me fais draguer en ce moment d'ailleurs par Dupont-Aignan, non, c'est un garçon charmant. On a beaucoup de jeunes. On arrive, nous, être un mouvement de jeunes. Si les jeunes viennent, c'est pas parce qu'on leur vend de la nostalgie. C'est justement parce qu'il y a une fraîcheur et une modernité. Mais c'est aussi parce que de leur faire découvrir des films d'Audiard avec Jean Gabin, etc., qui est le génie du cinéma populaire des années 60, finalement, ils préfèrent ça au film de François Truffaut. Ça leur parle plus. Et ça
ça permet finalement à certains jeunes d'avoir des idées de cinéma de demain. C'est ça que je veux dire. Donc c'est effectivement cette articulation. Je pense que d'ailleurs nos ennemis le savent. Quand on veut détruire un peuple, on détruit ses racines, on détruit sa fierté, historique. Et on en fait ce qu'on appelle les ilotes, c'est-à-dire des individus dans la soumission totale. Donc on sait que ce dont on parle là, ce sont comment dirais-je, des structures anthropologiques pratiquement invariantes. C'est de la sociologie. Il n'y a pas de peuple, c'est ce que je disais au début, qui puisse continuer à exister dans l'avenir s'il n'a pas une certaine fierté de son passé. Et comme je le dis, c'est toujours un roman national, c'est-à-dire quelque chose d'un peu mensonger, évidemment. Il y a toujours de l'idéalisation. Vous savez très bien que vous-même, quand vous allez me parler de votre jeunesse, vous allez être un peu dans l'idéalisation et vous allez plutôt mettre en avant ce qui était beau. Quand vous étiez lycéen, les bons moments, même les mauvais moments sont recolorés en moments amusants, parce que quand on parle de ces accidents de voiture, de quand on a perdu ses clés, on arrive toujours à tourner ça en quelque chose de drôle, alors que ça n'était pas sur le moment. Ce sont tout ça des phénomènes, je dirais, qui ont à voir avec la fonction symbolique et la manière dont fonctionne l'humain. C'est finalement d'embellir son passé pour supporter d'affronter l'avenir. On ne peut pas vivre avec une vision affreuse de son propre passé. C'est pour ça que tout ce qui est de l'ordre de la diabolisation, du noircissement, et moi j'ai étudié ça avec la psychanalyse. Je connais des jeunes à un moment donné qui ont été mis dans des systèmes où on leur a dit « tous tes problèmes viennent de ton père et ta mère, c'était des pervers, ils voulaient ta peau, etc. » Ça a été une catastrophe pour eux. En général, l'effort à faire, c'est plutôt de se réconcilier avec ses parents, de découvrir que vos parents ont été des jeunes, que faire des gosses c'est compliqué, que les élever c'est compliqué, ce qu'on découvre quand on en fait soi-même, et que quand même il y a finalement s'aimer soi, aimer là d'où on vient et aimer ses ascendants, c'est forcément quelque chose qui vous aime à être quelqu'un d'aimable et quelqu'un qui peut aimer, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est comme ça que je répondrai à votre question. Voilà. Pour nos vieux, je suis pour les réintégrer dans nos modes de vie, faire tout pour les réintégrer avec nous. Ça devrait être même structurant en fait, je trouve. C'est les vieux, le postulat de base, c'est on les ramène dans le village. Et ensuite, comment on fait? Tu vois? Ensuite, ils sont là. Comment on fait pour que ça se passe bien? Et on va s'organiser en fait. Mais il faut être obligé, il faut se retrouver confronté. Donc moi, les vieux, tu les sors en tout cas ils ne peuvent pas rester tout seuls devant leur télé. C'est horrible ce qu'on leur fait à nos vieux. Moi, je suis pour les vieux à l'africaine, tu vois. À l'africaine, le vieux, il est au milieu du village. Franchement, il est posé au milieu du village. Et puis les petits jouent autour, quoi. C'est pour moi la base.